Donc désolé pour ce retard, nous attendions encore quelques personnes. Et bienvenue à cette troisième conférence sur l'histoire de l'animation japonaise. Cette fois-ci, c'est les années 90. Des années au Japon un petit peu délicates, mais avec un gros succès à l'international. Les jours précédents, on a donc pu voir que le Japon a développé une animation économique assez rapidement, une animation économique et efficace, grâce notamment aux premières séries télévisuelles produites par Osamu Tezuka. Donc ça, c'était plutôt les années 60-70. Hier, on a vu les années 80, qui étaient l'âge d'or vraiment de l'animation japonaise, via notamment l'apparition de la vidéo à la maison, donc les VHS, les OVA ou OAV, et aussi la création de grands studios dans les années 80, comme le studio Ghibli, évidemment, ou Gainax. Et également l'apparition de grands réalisateurs comme Mamoru Oshii ou Hideaki Anno. Hier, je vous disais aussi qu'à la toute fin des années 80, donc en 1989, le Japon a atteint un pic de production, notamment d'OAV, donc un format très populaire dans les années 80. Et au début des années 90, la tendance continue. Il y a toujours beaucoup de séries et d'OAV produites, mais avec une qualité en baisse, pour cause de budget réduit. Et donc, le début des années 90, pardon, c'est une période assez difficile. Donc là, c'est un graphique où on peut voir, en fait, je pense que vous pouvez voir les années 90. On a le pic en 1989 avec 55 œuvres produites. Au début des 90, on retombe à 32, mais on va remonter vite à 45, 46, 48, et donc un peu plus qu'à la fin des années 80. Heureusement, les années 90, c'est aussi quelques gros succès, dont Sailor Moon en 1992, et surtout Evangelion en 95, qui est un succès commercial également, un succès critique, mais qui va aussi engendrer pas mal de polémiques au niveau de la fin de la série, comme vous le savez, qui n'a pas mis tous les fans d'accord, et pour cause, ils ont dû produire 2 longs métrages d'Evangelion rapidement après pour essayer de contenter certains fans. Et cette polémique est aussi symptomatique de la cible principale de cette série, qui sont les otaku. Et donc en fait, Evangelion, c'est un peu la série otaku qui finalement, pendant tous les premiers épisodes et une majeure partie de la série, leur fait plaisir, et à la fin les secoue un peu. Et la série aussi était novatrice dans le sens où elle a renouvelé le genre mecha, puisque dans cette série et dans les films, ce sont des mechas plutôt organiques, sans trop spoiler ceux qui l'ont pas vu. Beaucoup d'œuvres et d'animés seront inspirés de ce nouveau genre un petit peu organique, donc. On a notamment Raxéphon, Brain Powered ou Gasaraki. Je vous le disais tout à l'heure, malgré les quelques petits soucis de baisse de qualité au début 90, l'animation commence à exploser à l'étranger via notamment une société anglaise, Manga Entertainment, et son label Manga Video, qui arrivera en France quelques années plus tard. C'était pas seulement un label d'édition de VHS, mais ils ont aussi coproduit ce film, Ghost in the Shell, en 95. Donc évidemment, c'est pas eux qui l'ont financé principalement, mais ils ont préacheté et ils ont aidé. C'était vraiment un tournant, en fait, pour ceux qui ont connu l'époque manga vidéo et leur fameux générique. Très violent, d'ailleurs, à l'époque, qui n'a pas participé à la bonne image de l'animation japonaise en France. Le succès de Ghost in the Shell à l'international a aussi engendré d'autres films qui n'ont pas forcément été pensés pour nous, heureusement, parce que les Japonais sont jamais aussi bons que quand ils pensent pas à nous, et qui font leurs propres animés pour leur propre pays. Donc il y a eu quand même d'autres films même d'envergure qui se voulaient quand même être prestigieux si jamais ils arrivaient à passer à l'international, ce qui était quand même plutôt facile vu les noms associés. Donc il y a eu notamment Memories de Katsuhiro Otomo, le papa d'Akira, Spriggan, également avec Otomo partiellement impliqué sur le film,
Et ces films d'ailleurs étaient réalisés au studio 4C à l'époque, qui n'étaient encore pas très connus pour leurs propres œuvres, mais qui étaient plutôt prestataires d'Otomo. Je vous ai mis deux photos aussi, les années 90. On parle d'animation japonaise, c'est aussi l'arrivée des premières OAV en France et des premiers animés, on va dire, inédits en dehors de ce qu'on nous faisait, ce qu'on nous servait à la télé. Donc là, de mémoire, il y a eu La Cité Interdite qui est sortie en VHS ou le film de Queen Millennium, mais voilà, au niveau marché un peu plus large, il y a eu notamment Kazé qui a émergé d'abord sous un label autre avec Lemnir et ensuite donc sous le nom Kazé avec Lodos et plein d'autres VHS. Les années 90, c'est aussi l'émergence d'autres réalisateurs comme Yoshiaki Kawajiri en 93 avec Ninja Scroll et bien sûr le regretté Satoshi Kon avec Perfect Blue en 97. C'est bien sûr aussi les années 90 la continuité des succès en répétition de Ghibli avec notamment Princesse Mononoke en 97, à l'époque le plus gros succès de l'histoire du box-office japonais. Et à cette même période, c'est aussi le fameux deal, le moment où Disney a racheté les droits de tous les films de Ghibli pour l'exploitation à l'étranger. Buena Vista notamment, la branche cinéma de Disney. Donc, à l'époque, c'était quand même un sacré tournant. On se demandait d'ailleurs ce qu'ils allaient faire des films puisqu'ils ont mis du temps à les distribuer. L'animation japonaise aussi dans les années 90, c'est beaucoup plus de liens avec le jeu vidéo. Donc des adaptations de jeux vidéo en animé et inversement. C'est notamment grâce à Pokémon, évidemment, que ces liens cross-média ou transmédia ou ce que vous voulez ont pu s'intensifier. Il y a aussi une série, Utena, qui aura marqué quand même pas mal les années 90. Et Cowboy Bebop, qui à l'époque, la diffusion a été interrompue en fait sur la chaîne principale. La diffusion s'est arrêtée et la série a été rediffusée plus tard dans la nuit et a rencontré là un grand succès. Je voulais aussi parler de Lane, enfin l'évoquer, on a malheureusement peu de temps, du regretté Nakamura Ryotaro qui est lui aussi décédé prématurément. Et cette série était aussi comme Cowboy Bebop, une série du soir, diffusée le soir, donc plutôt pour adultes, avec beaucoup de liberté. Voilà, malheureusement on n'aura pas le temps d'en dire plus, puisque nous allons accueillir évidemment des invités prestigieux juste après. 99, on finit, on est à la fin des années 90, c'est One Piece qui démarre. Voilà, donc c'était un petit résumé rapide de quelques tendances et séries fortes des années 90. Et avant de vous demander de les applaudir, je vais juste vous les présenter. Donc on va recevoir 5 invités, vraiment des pointures et des vétérans de l'animation japonaise. Il y aura Masami Suda, qui est animateur et character designer, et qui a notamment beaucoup travaillé sur Ken le Survivant, Slam Dunk, Dr. Slump. On aura Takuya Wada, qui est un animateur qui a lui beaucoup bossé sur Lupin, Ken aussi, Pat Labor, Cat Size ou Cobra, et qui est aussi spécialisé dans plein d'autres choses comme le maquillage pour le cinéma ou le design de costumes de catch. Vraiment, il a un parcours atypique. Nobuyoshi Habara sera également parmi nous. Il est animateur, character designer et réalisateur. Il a cofondé le studio Xebec et il est plutôt axé au niveau passion par les robots et la science-fiction. Il est d'ailleurs aussi mecha designer. En France, on a pu le connaître sur La Revanche des Gobos il y a très longtemps, et aussi Broken Blade ou DN Angel. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Masahiko Okura, animateur depuis plus de 30 ans. Il est aussi le réalisateur de séries comme The Silver Guardian ou Blue Drop. Il a été directeur d'animation sur Yuki Kaze. Et on lui doit aussi le joli design d'un film inédit en France, Coup des mers profondes, jamais sorti mais diffusé dans un festival français il y a bien longtemps. Enfin, nous aurons aussi M. Koji Takeuchi, qui est producteur. Il a notamment dirigé le studio Télécom. Il a travaillé sur de nombreuses séries pour l'étranger et se consacre maintenant au développement de projets originaux via le programme Animé Tamago. Donc c'est le moment d'accueillir nos invités. Je vous demande donc d'applaudir ces 5 pointures de l'animation japonaise. Monsieur Suda, Monsieur Wada, Monsieur Habara, Monsieur Okura et Monsieur Takeuchi. Bonjour.
On va donc, vous avez vu, donc on a beaucoup d'invités, on aura donc peu de temps pour. Cool. On va commencer par une question pour Monsieur Souda. Dans les précédentes conférences, on a beaucoup parlé de l'art de l'animation japonaise, notamment dans le domaine de savoir, dans leur intelligence, dans la manière dont ils abordent l'animation limitée. En tant que doyen de nos invités, est-ce que vous voyez personnellement d'autres choses à souligner dans ce qui fait l'originalité et la force de l'animation japonaise? Oui. はい、わかりました。日本のアニメーションはですね、ズバリ歌舞伎のポーズですね。はい、歌舞伎わかりますか？歌舞伎わかりますかね、皆さん。Alors, l'animation japonaise, c'est en fait à l'origine des poses de kabuki. Est-ce que vous connaissez le kabuki? Oui. 見栄を切るというね、それからあとタイミングは忍者ですね。はい。Le timing des animés, 素早い忍者です。はい。le timing des animés, c'est le timing des ninjas, donc la vitesse des ninjas. それがすべて日本のアニメーションの特徴かと思いますね。はい。Je pense que ceci résume très bien les particularités de l'animation japonaise. D'accord. Merci. Une question pour Monsieur Habara. Yeah. Oui. Ah, vous êtes un spécialiste des séries de type mecha, très spécifique au marché japonais. On a vu que dans les années 90, ce genre du mecha a beaucoup évolué, notamment grâce à Evangelion, mais que certains grands classiques comme Gundam continuent aussi toujours. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment personnel sur l'évolution du genre mecha dans les années 90? Comment est-il évolué et est-ce qu'il avait déjà évolué avant?はい、1990年代に、先ほどね、エヴァンゲリオンってありましたけども、僕が感じたのは、エヴァンゲリオンよりも前から少しずつ進化していってたと思います。マジンガー Z が出た時は、それまでの、鉄人28号からはすごく進化してましたし、皆さんがご存知のゴルドラックはまたすごく進化してましたし、少しずつステップアップをした中で、エヴァンゲリオンが出てきたと感じてます。Alors, Evangelion, c'est un animé des années 90, mais je pense que le genre mecha avait déjà pas mal évolué avant ça. Je pense notamment à des animés comme Mazinger Z, qui étaient vraiment différents d'autres animés comme Tetsujin 28. Et comme vous le savez, il y a des animés comme Goldorak qui ont, je pense, vraiment contribué à l'évolution du genre méga. Donc, je pense que ce genre a évolué petit à petit au fil des années, et bien avant les années 90. Merci. Une question pour Monsieur Okula. On reste sur Evangelion. Il me semble que vous avez travaillé sur un film d'Evangelion. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience avec Anno Hideaki et sur ces séries et ces films du coup, qui ont marqué toute une génération?はい、わかりました。エヴァンゲリオンは最初のテレビシリーズの時は話はあったんですけど仕事はやってなかったんですね。で、劇場で手伝わせていただいたんですけれども、もう劇場やってる頃にはすごく世間で人気がある作品でして、テレビを見ていたのでどんな作品かは知っていたので大変かなと思ったらすごい大変だった記憶があります。はい。
で、打ち合わせをしたのは鶴巻さんっていう、現場監督の方と打ち合わせをしてやり取りをしたので、直接の時には安野さんとは打ち合わせはしてないんですね。で、鶴巻さん、安野さんもそうですけど、すごくめちゃめちゃ絵が上手な方なのですよ。なのですごく上手い人に自分の絵を見せるのは結構精神的に辛いものがあるなと思いながら仕事をしていた覚えがあります。はい。Donc pour Evangelion, je n'avais pas travaillé sur la série TV, la première série TV. On me l'avait proposé, mais je n'avais pas jamais travaillé sur celle-ci. Et ce n'est que pour le film que j'ai travaillé sur Evangelion. Et donc à ce moment-là, la série était déjà très populaire, très connue au Japon. Donc je connaissais déjà l'histoire et tout l'univers de Evangelion. Et je me disais que ça allait vraiment être dur de travailler sur cet animé parce que c'est vraiment une histoire complexe, un univers complexe. Et moi j'avais parlé directement avec M. Tsurumaki qui était en charge de l'animation et non pas avec M. Anno qui était le réalisateur. Mais néanmoins, M. Tsurumaki est un dessinateur extrêmement talentueux et donc je me sentais vraiment mal de montrer mes dessins à une personne si douée. Merci beaucoup. Une question pour Monsieur Wada. On vous connaît comme un super animateur, mais il semble aussi que vous ayez particulièrement travaillé et même réalisé un animé, une OAV de Violent Jack. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience et sur cet animé sur lequel vous avez fait réalisation, design, etc. Bonjour. How are you? Good. バイオレンスジャックというのは3作品 OVA でありまして、で1作目は、アシプロダクションというところで制作されまして、私は一切関わってないんですね、1本目は。で2本目と3本目には関わっていて、2本目の地獄外編というのは監督が、板野一郎さんで、僕がキャラクターデザインと作画監督やってまして、で3本目のヘルスウィンド編っていうのは、監督から脚本から、絵コンテからキャラクターデザイン作家まで全部一人でやりまして、オリジナルビデオアニメーションっていうのは意外とそのテレビに放送するものではないので、いわゆるレーティングというか、残酷なシーンであるとかセクシャルなシーンであるセクシーなシーンであるとかっていうのは意外と普通にやれて、それでも長井剛さんとお話しして、バイオレンスジャックの本当の世界観を描くためには、一般向けでは作れませんよねっていう話をして、今だったら多分ありえないのかもしれないですけど、じゃあ18歳未満見れない、成人向けのアニメ、大人向けのアニメとして販売しましょうという形で、販売したので、ものすごいバイオレンスシーンもいっぱいありましたし、セクシーなシーンもたくさんありました。でも意外とフランスでそれがメジャーだっていうのが実は結構正直驚いている感じですかね。はい。Donc il y a 3 OAV de Violence Jack. Le premier a été fait par HT Productions et sur celui-là je n'ai pas travaillé du tout. C'est seulement sur les deuxième et troisième OAV que j'ai travaillé. Sur le deuxième, le réalisateur c'est Monsieur Itano Ichiro et moi j'étais Cara designer et également directeur de l'animation. Et sur le troisième, j'ai fait à peu près tout moi-même. Donc j'ai été réalisateur, scénariste, j'ai fait les storyboards, j'ai également été directeur de l'animation. Et comme vous le savez, les OAV, ce sont des animés qui ne sont pas destinés à la télévision. Donc c'est possible d'avoir plus de scènes de violence, plus de gore et également plus de scènes de sexe. Et je me rappelle quand j'en parlais au début avec le réalisateur, on s'est dit mais si on voulait vraiment produire ce qu'on voulait faire avec Violence Jack,
ce sera impossible de diffuser un tel contenu. Donc on s'est au final décidé de faire un animé qui serait réservé aux plus de 18 ans, seulement aux adultes. Et c'est pour ça qu'on a pu dessiner autant de scènes violentes et autant de scènes de sexe. Et en fait, je suis assez surpris que ce soit un animé qui ait été si bien reçu en France. Merci. Une question pour Monsieur Takeuchi, qui est donc producteur. Vous êtes responsable du projet Anime Tamago, qui permet en fait chaque année à des pilotes de projets d'exister. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept et l'objectif donc de Anime Tamago? アニメ卵というのは、日本の若手のアニメーターを育成するためのプロジェクトです。Anime Tamago, c'est un projet qui a pour objectif de former et d'éduquer de jeunes animateurs. Okay. Monsieur Souda. Une question pour Monsieur Souda. Vous avez beaucoup travaillé sur Hokuto no Ken. C'est évidemment impossible de ne pas vous demander un petit peu quel souvenir vous gardez de cette production, puisque Ken le Survivant a connu un énorme succès en France et vous avez travaillé sur les séries et les films.そうですね。はい。北斗の拳っていうのはそれまでのアニメーションでは結構こうアニメーションとして動かしたりなんかするのにこうシンプルなキャラクターっていうのが全体的にアニメーションの世界来てたんですよね。それで北斗の拳の時はまあキャラクターリアルということもありまして、ちょっと線を多くしようかみたいなとてもこうタッチとか影とか思いっきりその時に多くしまして、ただ自分たち作画する人間の首を絞めたという自らちょっと苦しい立場になったんですが、まあそれをやることによって面白いものが作れたんじゃないかと、そう思いますね。はい。Donc avant l'animé Hokuto no Ken, la plupart des animés, les personnages étaient dessinés de manière assez simpliste. Mais sur Hokuto no Ken, on a décidé de changer ce style et de dessiner avec plus d'expression, avoir des traits plus épais, avoir des ombres plus marquées. Et ça a été vraiment assez difficile à dessiner, mais je pense que le résultat était vraiment très bon. Merci. Une question pour Monsieur Hamala. Vous avez fondé, en tout cas vous avez cofondé le studio Xebec. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les ambitions de ce studio lors de sa création, s'il vous plaît?はい、僕はアシプロダクションというところに前所属してまして、そこから、アメリカの方にちょうど、合作の仕事で、アメリカに渡ってた時に、僕の上司から国際電話が入って、僕はもうアシプロダクション辞めるからっていうふうなのを聞いたので、じゃあ僕も辞めるって言って気軽に辞めて、一緒に GBEC を作りました。その時はまだ、25人ぐらいでスタートしたんですけれども、現在は150人ぐらいになりました。Donc avant de fonder Xebec, je travaillais chez Ashi Production et j'étais parti aux États-Unis pour travailler sur un projet en collaboration avec un studio américain. Et à ce moment-là, mon supérieur chez Ashi Production m'avait téléphoné. Et il m'avait dit qu'il allait arrêter Ashi Production. Et moi, tout de suite, sans agiter, je lui ai dit bah, moi aussi, je pars avec toi. Et c'est comme ça qu'on a fondé Xebec. Et au début, on était 25 personnes à travailler dans le studio. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus, on est à peu près 150. Merci.
Une question pour Monsieur Okula. Vous avez travaillé sur le long métrage Kutoi Mikala Kitaku, qu'on a connu en France donc sous le nom Coup des mers profondes, qui avait été diffusé dans un cycle cinéma-ciné-manga donc il y a très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience sur ce film, très joli film sous-marin?「遠い海から北区」っていう劇場がありまして、これフランスでやってんですかね。みんな知ってるんですかね、皆さん。Est-ce que le premier film de Coup, je ne sais pas s'il a été projeté en France. Est-ce que vous connaissez ce film? Alors, c'était un cycle qui est passé dans quelques villes en France. C'était un programme cinéma lancé par Kazé, mais il n'y a jamais eu de DVD, il n'y a jamais eu de VHS. C'était une sorte de programme cinéma. Quelques personnes l'ont vu. Quelques projections. あんまり知名度がないってことですね。日本でもいろいろちょっと事情があって、ほとんど公開、2週間ぐらいで打ち切りになってしまって、あんま知る人ぞ知るみたいな作品なんですけど、初めての劇場長編をやらせていただいて、東映動画さん、今東映アニメーションさんっていう会社なんですけど、ものすごくなんていうんですかね、スペシャル技能を持った当時僕若かったんですけど、そのベテランの方々がめちゃめちゃ大勢手伝ってくれまして、でそういう意味ではなんていうんですかね、先輩たちの技を目の当たりにしてものすごくいい勉強をさせてもらったなっていう記憶があります。なんですか、姉さんが原画やってくれたりですとかですね、笹門さんが原画やっていただいたりですね、そういうのを目の当たりにさせていただいたのがすごく記憶に残っているし、なんかその劇場作品ってやっぱりテレビと違って重厚な画面というか手間がかかった画面が求められるんですね。でそういうのを経験するのはすごくいい勉強になったなっていう記憶があります。Alors, au Japon aussi, en fait, pour plusieurs raisons, ce film n'a pas été projeté dans beaucoup de salles. Moi, j'ai travaillé sur le premier film. À l'époque, j'étais chez Toei Animation. Et c'était vraiment une bonne expérience parce que j'ai pu travailler avec beaucoup d'animateurs expérimentés. Et comme vous le savez, les films d'animation qui sont projetés au cinéma sont différents des animés qui sont diffusés à la télévision. Il faut passer beaucoup plus de temps sur chaque plan, il y a beaucoup plus de détails. Et je pense qu'en travaillant sur ce film, j'ai pu apprendre énormément de choses. Merci. Une question pour Monsieur Wada. Je vais encore faire appel à vos souvenirs. Vous avez travaillé plusieurs fois avec Osamu Dezaki et Akio Sugino, notamment sur Blackjack. Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques souvenirs sur ce duo d'auteurs qui a connu un grand succès au Japon et aussi en France? On leur doit les séries de Cobra, Lady Oscar, Rémi sans famille, L'île au trésor et tant d'autres.はい、杉野明夫さんと出崎治さんに出会ったのは僕が、16歳の時で、宮崎駿さんと大塚康夫さんにも教えていただいてて、その帰り道歩いて帰る時に、マッドハウスという会社に当時出崎さんと杉野さんがいらっしゃって、で杉野さんの絵はもともと僕もずっと好きで。で杉野さんがここにいるんなら突撃してしまえということで、ずうずうしく、絵を教えてくださいとお願いしたところからスタートをしてます。で、一番最初に僕が出崎杉の作品で関わったのは、スペースコブラという、
テレビシリーズ「コブラ」フランスの皆さんもね、女性たちはコブラが大好きな人いっぱいいると思うんですけれども、そのコブラで、原画として参加させていただきました。でそれから直接、杉野さんの、出崎さんが監督だったわけでもないんですが、キャラクターデザインを手掛けたキャッツアイであるとかで、監督もね竹内さんという監督で、出崎さんの助監督みたいなものをずっとやられてた方なので、メンバークルーはもうほとんど出崎杉野派という手も過言ではない人たちだったので、そこでやっぱり原画をやらせていただいて、で僕はやはり出崎さんの絵コンテをレイアウトに書く際にものすごく何枚も書き直しましたね、最初の頃。なぜかというと出崎さんの絵コンテはサラサラサラって書いてあるのにものすごくドラマチックなんですね。でそのドラマチックさをこのアニメーションの動画用紙に自分の手で書くと何回書いてもそのドラマチックさが出せなくて苦労して、で何回か書いてこれだったらいけるかなと納得がいくところまで書いて、それでチェックに出すと、杉野さんのその修正がその僕の絵の上に乗っかってきて、出崎さんの絵コンテをさらにロマンチックに激しく修正してきてくれて、うわーなんだこれはと、感動することがすごくありました。でやっぱり僕は出崎演出とか本当に枚数も節約しながらも、非常に、動いて見せるテクニックもすごかったと思いますし、何よりもやっぱり人間ドラマ、その人間の情感とか情緒とかね感情とかっていうものをものすごく描いて、で杉野明夫さんの絵がそれをさらに、美しいものにするっていう、だから本当にすごく僕は大好きな監督と、作画監督さんで、関われたことは非常に光栄に思っていますし、いまだに僕の描く絵にももちろん杉野さんの絵の影響は多大に、残っているかなっていう気はします。Alors moi j'ai rencontré Monsieur Osamu Dezaki et Monsieur Sugino à l'âge de 16 ans. À l'époque je travaillais avec Miyazaki Hayao et Otsuka Yasuro. Et quand je travaillais avec eux au studio et que je rentrais chez moi, sur le chemin de retour, il y avait le studio Madhouse, et, où travaillait Monsieur Sugino-san. Et déjà à cette époque j'aimais beaucoup Sugino-san. Et c'est comme ça que je me suis dit sur un coup de tête, allez je vais aller le voir au studio. Et je lui ai demandé assez fortement de m'apprendre à dessiner. Et c'est comme ça que tout a commencé entre moi et Sugino-san. Concernant M. Dezaki-san, j'ai travaillé avec lui sur Space Cobra. Et comme vous le savez, je pense que même ici en France, en particulier, les femmes adorent le personnage de Cobra. Sur ce animé, j'ai travaillé en tant qu'animateur clé. Et plus tard également, alors ce n'était pas directement avec eux que j'ai travaillé, mais j'ai travaillé sur Cat's Eye en tant que character designer, donc je concevais les personnages. Et je me suis souvent beaucoup inspiré du style de M. Dezaki pour dessiner mes poses clés. Et quand Dezaki-san dessinait le storyboard, mon travail était ensuite de l'adapter en layout, de dessiner le layout à partir de ce storyboard. Et il arrivait souvent qu'il corrigeait à plusieurs reprises mes dessins. Et comme vous le savez, M. Dezaki a un style vraiment très très dramatique. Et ce style dramatique transpirait vraiment dans ses storyboards. Et quand je l'ai dessiné en layout, je n'arrivais pas à retrouver ce style dramatique unique à M. Dezaki. Donc je redessinais mes layouts. Et enfin, quand je pensais que j'avais fait un bon travail, j'allais présenter mon dessin. Et là, c'était le directeur de l'animation, M. Sugino, qui corrigeait mes layouts. Et il dessinait par-dessus ses corrections. Et je voyais qu'il arrivait à rendre mes dessins encore plus dramatiques et encore plus romantiques. Et il allait vraiment dans le sens
de M. Dezaki. Et j'étais vraiment impressionné par son talent. Et de plus, M. Dezaki, c'est quelqu'un qui est vraiment très efficace et rapide dans son travail. Et il est capable de créer des histoires vraiment emplies d'émotions et emplies d'humanité. Et en fait, donc quand le directeur Dezaki-san dessinait ses storyboards, Sugino-san arrivait à vraiment mettre sur papier toutes ces émotions et toute cette humanité. Et j'aime vraiment beaucoup leur travail et je suis vraiment ravi de les avoir rencontrés. Et même aujourd'hui, quand je dessine, je pense que leur influence reste. Merci. Une question pour M. Takeuchi. Alors, si je ne me trompe pas, dans votre biographie, on peut lire que vous avez suivi une formation à l'école parisienne des Gobelins. Alors, on imagine que ce n'est pas une formation animation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette expérience aux Gobelins et sur les différences que vous avez peut-être pu voir entre nos deux pays au niveau de la production animée?ちょっと前から話していい？話のつながりがよく分かってないから俺。はい、少し前から話していい？はい、話のつながりがよく分かってないんだ俺。それで、まず一つはね、今1900年代の話してるでしょ？1900年代の話。で、1900年代ってとても大事な時代だったと思うんだけど、1800年代にね、日本って、まず一つは合作がスタートしたんですよ。まずそれ言って。合作外国の映画を一緒に作るってやつ。Alors je voudrais un peu vous donner un contexte historique. On parle au cours de ces événements animés, on parle beaucoup de tout ce qui s'est passé pendant les années 1900 pour l'animé. Mais en fait, je pense que historiquement, tout ceci remonte au 19e siècle au Japon avec notamment le Dasaku. で、1800年の、ちょうど真ん中あたり、1800ごめん1900ごめんなさい間違えてるごめんなさい1980年の真ん中ぐらい1980年の真ん中ぐらいの時に、日本の東映の、セーラームーンあれを、フランスのジョン・シャロパンというのがアメリカに売ったんですよ。そうそれまでは誰もアメリカに日本の映画を売れなかったんだ。フランスの誰ですか？Je vais revenir maintenant aux années 1980. À ce moment-là, le studio Toei Animation avait créé Sailor Moon. Et c'est un Français, Jean-Charles Pin, qui a vendu cet animé pour la première fois aux États-Unis. それがスタートになって1900年代は日本のアニメーションも独特なものがどんどん生まれたし、もう片方で世界のアメリカだとかフランスだとかとの合作もたくさんできてきた、そういう時代だと思ってるんですよ。Et ensuite, c'est dans les années 90 que le style japonais, je pense, est vraiment développé et que des collaborations entre des studios japonais et américains se sont multipliées. Okay. で、ただ1990年代ってフランスのアニメーションはあんまりいいのなかったよね。フランスの1990年代のフランスのアニメーションってあんまりいいのなかったでしょ。ユリシーズ31とかかなり良かったと思いますけど、合作がユリシーズ31っていうのね、合作の話じゃなくて、そうそう、フランスでユリシーズ31っていうのは、あれがテレビシリーズでフランスで初めてのやつだけど、その時それ以外フランスってほとんどアニメーションなかったんですよね、いいものが。
Et dans les années 90, je ne pense pas qu'il y avait de dessins animés, d'animation française vraiment de bonne qualité. Peut-être, il y a eu un petit commentaire à droite, mis à part peut-être Ulysse 31. Mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'animé qui reste dans l'histoire en France. でただそういう時代が1990年代あったんだけども、だけど結局1990年代の後半になったらフランスのアニメーションがとっても良くなったんですよ。そう非常に良くなったんですよ。劇場で言えばシュメのベルビル・ランデブーとかね、ああいうものが出てきて、だからやっぱりフランスというののアニメーションを僕はっきり言ってバカにできないと思って、それでゴブランに来ることにしたんですよ。Et je pense que c'est à partir des années 90 qu'on a vraiment vu une explosion de l'animé en France. Et c'est en constatant ça que j'ai décidé d'aller à l'école de Gobelin. Ok, merci. Question pour Monsieur Souda. Si je ne me trompe pas, il semble que ces dernières années, vous ayez un peu arrêté d'être animateur et que vous fassiez surtout du character design. Vous avez notamment designé Yokai Watch, très différent de Ken. Est-ce que le fait de vous concentrer sur le character design, le design, a un petit peu changé votre façon de travailler ces dernières années?ですね、キャラクターデザインは日本のアニメーター最終的にはキャラクターデザインをやりたいという、今の若い人たちはもういきなりキャラクターデザイナーをやりたいという憧れを持っているようですが、私の場合はもう今アニメーションやってなくてキャラクターデザインだけやってまして、思えばなんかこうアニメーターとして原画をやった時の方が楽しいような気がするんですよね。あまりこうキャラクターだけでこうやってで、やっぱりキャラクターやったってことはキャラクターだけに今専念しているってことは何が変わったとか、何が変わったといえば自分のキャラクターを今アニメーション以外でも作ろうという気持ちになったことがなんか最大のこう変わり具合ですね。はい。Donc concernant le travail de character designer, c'est je pense assez étrange qu'aujourd'hui les jeunes animateurs veulent directement devenir chara designer. Alors moi actuellement je ne travaille que en tant que chara designer. Mais je pense que le travail d'animateur est beaucoup plus intéressant, en particulier celui d'animateur clé. Et ce qui a changé récemment pour moi, c'est que je me suis mis récemment à penser que je voudrais continuer à travailler en tant que chara designer, mais peut-être en dehors du monde de l'animation. 実際にどういうキャラクターを今後作られる予定なんですか？Quel genre de personnage voulez-vous créer? 今キャラクター作ってまして、今年中には絵本になるかと、子供用の今それが今企画してまして、もうキャラクターもできて話も作って今ありますんで、まあ今年中にできたら楽しいなと思ってます。ちょっとキモかわいいキャラクターで妖怪ウォッチの延長線にもっとなんかちょっとはい、パワーアップした感じのはい。Donc pour l'instant, je travaille sur un projet, c'est la création d'un livre illustré pour enfants et j'espère que ce livre sera publié avant la fin de l'année. Et voilà, j'espère que ce livre pourra sortir et c'est un livre où les personnages sont de style, en japonais ça s'appelle Kimo Kawaii, donc qui sont à la fois mignons et pas vraiment mignons, dans le style un peu de Yokai Watch. Ok, merci. Question pour Monsieur Wada. Pardon, pour Monsieur Habala.
J'avais déjà posé la question à Monsieur Wada hier. Monsieur Abala, vous avez travaillé sur Patlabor, et plus spécifiquement sur Patlabor 2, Movie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution de cette licence mecha aussi, c'est une licence mecha, à travers le travail du réalisateur Oshii Mamoru?僕はパトレイバー2の映画で、パトレイバーが格納庫にいるところをヘリコプターが襲ってパトレイバーがバラバラになっていくシーンの原画を描きました。Alors sur le film Patlabor 2, j'ai été en charge de la scène où il y a une course-poursuite entre le Patlabor et un hélicoptère. で、そのバラバラになるシーンで押井守さんとの打ち合わせで、押井さんは非常に細かく、イメージをもう作っていて、例えばそのパトレーバーの表面は、グラスファイバーでできているから砕けた時に鉄のようにバラバラになるのではなくて繊維が裂けるような形で、表現してほしいというふうに、言っておりました。Et donc dans cette scène, Patlabor explose et il se désintègre. Et comme vous le savez, Patlabor est fait à partir de fibres de glace. Et donc pour animer cette scène, on a décidé non pas de le faire désintégrer comme s'il était fait en métal, mais comme s'il était vraiment fait en fibres de glace. Donc il se désintègre avec cette animation de fibres qui se désintègre. はい、あと、絵コンテがすごく細かくたくさん描かれていて、秒数にすると本当に1分もないシーンなんですけれども、たくさん絵コンテの枚数が書かれてました。それは何ですかって、なぜですかって尋ねたら、スポンサーに対して絵コンテの枚数がたくさんメカが書いてあったら、映画の中の全体の中でメカのシーンが多いんじゃないかと勘違いしてくれるから嬉しいって言ってました。Et dans le storyboard de Monsieur Oshii, il y a vraiment beaucoup de détails. Il est vraiment très détaillé. Et vraiment, les scènes en particulier d'action de mecha sont vraiment très bien détaillées. Et j'ai demandé pourquoi à Monsieur Oshii. Et il m'a répondu que c'était pour vraiment convaincre les sponsors. Que nous prenions vraiment du temps pour dessiner les storyboards des scènes avec les mechas. Ok, merci. Question pour Monsieur Okura. Question. Donc, je vais prendre deux séries. Vous avez travaillé notamment dans les années 90 sur Talulu-kun, Talulu-tokun, et dans les années 2000 sur Blue Drop. Talulu, c'était 87 épisodes, Blue Drop, 13 épisodes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a évolué dans la production de séries télé entre les années 90 où on faisait des séries très longues et les années 2000 où on a commencé à formater en 13 ou 26 épisodes?そうですね、長いシリーズっていうのは大変っていうより楽な部分も多くって、結局その短い13本とか12本のシリーズっていうことはその分設定を全部作り直さなきゃいけないけど、長いスパンでしたら1個作っておけばそのバリエーションでずっと1年間は作れるわけですね。だから、大変さで言ったら短い方が実は大変だったりします。Alors on peut a priori penser qu'une série vraiment très longue avec beaucoup d'épisodes est plus difficile à produire, mais en fait ce n'est pas vraiment le cas parce que pour une série, en comparaison à une série courte de 13 ou 26 épisodes, il faut à chaque fois pour une nouvelle série recréer un univers, recréer des personnages.
alors que pour une longue série, on peut se servir d'un univers et des mêmes personnages pendant très longtemps, pendant 1 an ou même plus. C'est vrai. Une question à Monsieur Wada. Alors, c'est pas de l'animation, mais ça concerne votre carrière. J'en ai parlé au début. Il semble que vous soyez un spécialiste des effets spéciaux, notamment pour des films live au cinéma. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu cette partie de votre travail.はい、僕が実写の方にしばらく移ったのはアニメーションを始めて15年経ったところで、それこそまさにこの90年代と言われる、オリジナルビデオアニメーションの、数が山ほど出た時代で、まあクオリティもなんか下がっちゃったりとか、そういうちょっと自分の中ではがっかりした部分も感じてきてたところで、やっぱりスター・ウォーズとかそういう映像を見て、アニメで作ってるような映像が実写でも作れるんだって感動をして、でそれでまあ、アメリカに行ったんですね。で2年間ぐらいアメリカの方で特殊メイクアップとか、VFX とか、まあ、ビジュアルエフェクトですねの勉強をして、で日本に帰ってきてから、さらにやっぱり15年間で、僕は日本の実写のドラマをやっぱり子供から大人まで見れるようなドラマにしたいなと思って、で特撮界を変えたいなっていう大それたことを考えて、で日本にはウルトラマンと仮面ライダーしかいなかったので、そこで新しいジャンルで、そのモンスターであるとかホラーものでお化けであるとか、そういうところを特殊メイクの技術を使って、子供から大人まで楽しめるような作品を作りたいと思ったのが、まあ、きっかけですよね。でそれのまあ集大成が、まあ、皆さんもご覧になったことあるかもしれませんけど、映画の「リング」という、貞子をまあ僕がデザインをして、怖いシーンのディレクション演出も自分でやりましたけれども、あれはやっぱり世界で受けるとはあまり思ってなかったんですね、正直ね。でもまあ全世界で貞子ちゃんが頑張ってくれて、みんなテレビのモニターを見るのが怖くなっちゃったって世界中の人がね、そういうふうに思ってくれたのは非常にハッピーでしたし、あとまあ世にも奇妙な物語っていうテレビのドラマのシリーズがあったり、木曜の怪談シリーズとかっていうのも僕がずっと特撮監督をやって、やっぱり大人でもまあ見応えのあるその特殊メイクとか特撮を使ったものを日本に定着させたいなって思って、やってきたら、もう今やね本当に特撮業界も、そういう造形のクオリティとかもものすごく上がってくれましたし、でそれに特殊メイクの技術を融合させたドラマも山ほどできて、まあ、自分としては、すごく嬉しい時代に日本はなってくれたなと感じてます。Alors moi j'ai travaillé dans le monde de l'animation pendant une quinzaine d'années et voilà, on parle des années 90, mais dans les années 90 il y avait énormément d'OAV qui étaient produits au Japon et voilà, la qualité de ces séries baissait beaucoup et je trouvais que c'était vraiment dommage. Et c'est à ce moment-là que j'avais vu Star Wars, le film Star Wars, et j'étais vraiment impressionné parce que je voyais qu'il était possible de faire des scènes qui étaient jusque-là réservées à l'animation en film, en vrai. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir pour les États-Unis. Et j'ai étudié là-bas pendant 2 ans les effets spéciaux et les maquillages. Et après ces 2 ans, je suis revenu au Japon et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans ce domaine. Et moi, je voulais vraiment créer des séries télé qui puissent être aussi bien regardées par les enfants que les adultes. Et j'avais vraiment pour ambition de changer un peu le monde des effets spéciaux et du maquillage japonais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des séries comme Ultraman
ou Kamen Rider. Et moi, je voulais créer vraiment des monstres et que ce soit des séries qui puissent être appréciées aussi bien par les enfants que les adultes. Et comme vous le savez, comme vous connaissez tous, il y a le film Ring, et c'est moi qui ai conçu le personnage de Sadako. Et c'est même moi qui ai mis en scène les scènes où Sadako apparaît, les scènes les plus terrifiantes du film. Et à l'époque, je ne pensais pas que le film allait rencontrer un succès aussi énorme à l'échelle du monde. Et je suis vraiment ravi que Sadako ait vraiment fait un bon boulot et que maintenant, toutes les personnes qui ont vu le film soient terrifiées rien que de regarder leur poste de télé. Je suis vraiment heureux rien qu'en y pensant. Et voilà, ensuite j'ai également travaillé sur d'autres séries TV en tant que responsable du maquillage ou responsable des effets spéciaux. Et je pense que j'ai vraiment contribué à ce domaine au Japon. Et maintenant, tout ce qui est film un peu d'horreur ou film de zombies japonais, je pense, ont gagné en qualité. Et on peut trouver aujourd'hui beaucoup de séries qui mélangent des éléments typiques japonais à ce monde un peu de l'horreur et des zombies. 皆さん僕の娘の貞子ちゃんのことは知ってますか？ Est-ce que vous connaissez ma fille, Sadako-chan? ありがとう。メルシー僕。Et comme nous sommes pressés, ce sera donc la dernière question. Monsieur Takeuchi, vous avez collaboré, je crois, donc à plusieurs productions animées au Japon, mais destinées au marché américain, notamment les séries animées de Batman et Spider-Man. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que les Américains recherchent particulièrement au Japon lorsqu'ils font appel à des studios japonais? Qu'est-ce qui les amène en fait à sous-traiter leurs séries au Japon?わかりました。はい、ありがとう。1980年代っていうのはアメリカは、ハンナバーバラがまだあったんですよ。でアニメーションは横から入ってきて横に出ていくっていう非常に平面的な画面が多かったんです。ところが1800年代の後半、日本では非常にドラマチックな画面作りができてきて、そしてストーリーも強いものができてきた。でアメリカはそこにまず憧れたんですよ。Alors, l'animation japonaise dans les années 80, en particulier la première moitié des années 80, les animés étaient assez, je pense, de style pas très intéressant. Les histoires et les personnages étaient assez plats. Mais ce n'est qu'au cours de la deuxième moitié des années 80 que les histoires et que les animés japonais ont gagné en dynamisme et les histoires sont devenues beaucoup plus intéressantes. Et je pense que c'est ça qui a attiré les studios américains. 先ほど出た出崎治さんだとか、あるいは宮崎駿さん、他の監督、押井守さんもそうですけれども、非常にそのドラマチックな画面作りをして、そしてスリリングな構成をするわけですね。そういうものがアメリカにはまだなかったんです。それをアメリカは取り入れようとしたんですね。Des réalisateurs comme Osamu Dezaki ou Hayao Miyazaki arrivaient vraiment à créer des animés avec très dramatiques et avec des images vraiment très recherchées, très détaillées, qui ont vraiment presque un aspect un peu 3D. Et je pense que à l'époque c'est quelque chose qui n'existait pas aux États-Unis et c'est ça qui les a intéressés.
もう一つの重要な要素が、日本ではロボットがキャラクターで動くじゃないですか。あれがアメリカ人では信じられなかったんですよ。人間はキャラクターになるけどロボットはキャラクターにならないっていう、それがだからやっぱり日本のアニメーションに彼らが憧れたもう一個の大きな理由だと思います。Et une autre raison, c'est que au Japon, il y avait des animés où des robots incarnaient des personnages, étaient des personnages centraux de l'histoire. Et c'est quelque chose qui a vraiment étonné les studios américains. Et je pense que c'est ça qui a contribué au fait qu'à cette époque, les studios américains se sont intéressés au travail de l'animation japonaise. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On est à court de temps total. Donc, merci à nos invités pour le partage de leurs souvenirs.